Bonjour tout le monde. Donc on continue le chapitre sur la chimie organique, donc chapitre que j'ai appelé transformation chimique. La dernière fois on avait vu euh, des rappels de première, c'est-à-dire la nomenclature des différentes familles chimiques. On avait vu les infrarouges, les spectres infrarouges, et on avait vu les polymères, si je me souviens bien. Aujourd'hui on va voir un peu plus de choses. On avait rappelé aussi la stratégie de synthèse organique. Aujourd'hui, donc je vais commencer par vous dire ce qu'on va voir. Donc la chimie organique, comme c'est écrit, concerne la synthèse de molécules organiques. Je vous rappelle que les molécules organiques, ce sont des molécules qui sont constituées principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène. La grosse majorité des atomes, ce sont les atomes de carbone et d'hydrogène. Et il y a parfois des atomes d'oxygène et d'azote, et rarement d'autres atomes. Mais ça peut arriver aussi. Il peut y avoir des molécules organiques avec des très très longues chaînes carbonées, comme par exemple dans les polymères qu'on avait vus, ou un peu plus court, mais quand même assez longue, dans les molécules, euh, les hydrocarbures qu'on trouve dans le pétrole, par exemple. Donc souvent, on adopte l'écriture topologique. Vous vous rappelez, écriture développée, semi-développée, de Lewis, ou topologique. Donc topologique, ça permet d'enlever les carbones et les hydrogènes. Donc qu'est-ce qu'on devra faire lors d'une transformation chimique? Donc, premièrement, savoir si la transformation concerne une modification de la chaîne carbonée ou une modification du groupe carboné, groupe caractéristique, pardon. Donc ça peut être les deux à la fois. On ne vous pose pas souvent la question, mais c'est au programme. Donc sachez-le quand même. Ensuite, savoir distinguer à quelle catégorie de réaction chimique elle appartient. Donc ça, on verra 5 catégories de réactions. Il y en a 2 que vous connaissez déjà, et 3 autres qu'on verra qui sont assez simples. Ensuite, être capable de comprendre le mécanisme réactionnel de la transformation chimique. Donc ça, c'est une chose nouvelle qu'on va voir aujourd'hui. Euh, Vous verrez ça pour ceux qui feront de la physique-chimie ou de la chimie plus particulièrement dans le supérieur, et ce sera très 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 important pour ceux qui feront de la chimie organique. En médecine, vous le reverrez aussi normalement. Ensuite, savoir comment on optimise une étape de synthèse. Soit on l'optimise en optimisant la vitesse, soit en optimisant le rendement, ou plutôt les deux. On peut même faire les deux. La plupart du temps, on fait les deux. Ensuite, on va identifier les étapes de protection et de déprotection des groupes caractéristiques, parce que parfois, quand on a besoin de faire une synthèse organique, euh, si on veut faire réagir une molécule avec une autre, ben, parfois une molécule peut réagir à deux endroits différents sur une autre molécule, mais nous, on veut que ça ne réagisse qu'à un seul endroit. Donc, dans ce cas-là, on va protéger l'endroit, donc la partie de la molécule dont dont on ne veut pas qu'elle réagisse. Et ensuite, on déprotège à la fin. Et ensuite, on va se questionner sur l'impact environnemental de la synthèse. Ça, je ne vais pas rester très très longtemps dessus. On fera quelques exercices où ça en parle un petit peu. Donc, si vous voulez, je vous donnerai un peu de littérature sur ça. Donc, premièrement, les types de modifications. On avait dit qu'il y avait soit modification de chaîne carbonée, soit modification du groupe caractéristique. Là, on parle des modifications de chaîne. Donc, c'est très simple. Il y a trois types de modifications de chaîne. Soit la chaîne carbonée augmente, donc il y a plus d'atomes de carbone en fin de réaction qu'au début de réaction, soit elle diminue, donc déjà, et la troisième, ça va être soit elle ne change pas, mais en fait c'est une réorganisation. Donc ici, le premier type, ce sont les réactions de reformage. Les réactions de reformage, ce sont les réactions dans lesquelles le nombre d'atomes de carbone ne change pas. Donc on va reformer la molécule, c'est pour ça que ça s'appelle reformage, mais avec le même nombre d'atomes de carbone. Par contre, les atomes d'hydrogène ou autres peuvent changer. On peut avoir un nombre différent. Exemple, une molécule linéaire qui devient cyclique, ou cyclique qui devient linéaire, ou une chaîne carbonée qui se transforme en une chaîne carbonée dont le nombre de liaisons double ou triple change. Par exemple, vous avez une chaîne carbonée qu'avec des liaisons simples, et finalement vous avez une liaison double qui apparaît, ou plusieurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de reformage, tant qu'il y a le même nombre d'atomes de carbone seulement. Donc, par exemple, vous avez plusieurs exemples ici, ce n'est pas à connaître, hein. Craquage, vapocraquage,
Non, je dis des bêtises. Donc reformage, c'est ici. Donc là, c'est ce qu'on verra après. Donc vous avez une chaîne linéaire ici. Un, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Vous en avez aussi 6 là et 6 là. Mais c'est juste que ici, la chaîne carbonée la plus longue est composée de 4 carbones. Donc on a un butane, mais avec deux groupements méthyl en position 2. Alors que là, on avait un hexane. Mais on a toujours 6 atomes de carbone. Là, on a un cyclopentane avec un méthyle ici. Et là, on a un, vous connaissez pas encore le terme, on a un hexane, mais avec trois euh, doubles liaisons. Donc, vous verrez ça un petit peu plus tard. C'est une molécule très importante que vous verrez beaucoup en chimie organique pour ceux qui en feront plus tard. Ensuite, deuxième type de modification de chaîne, c'est lorsque le nombre d'atomes de carbone diminue. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des réactions de craquage ou vapocraquage. Vapocraquage, on voit apparaître une vapeur. H2, en fait, c'est un gaz. Mais peu importe. Craquage ou vapocraquage, c'est la même chose. Dites juste craquage, ça suffira. Par exemple, pour le raffinage du pétrole. Le pétrole, ce sont des longues chaînes carbonées, et parfois on veut en faire du gaz, par exemple, et on va donc diminuer ces chaînes carbonées. Et troisième type de modification de chaîne, ça va être les réactions de polymérisation. Dans ce cas-là, le nombre d'atomes de carbone va augmenter. Et ça, je vous renvoie à ce qu'on avait vu justement au chapitre précédent sur la polymérisation. Par exemple, pour l'éthylène, vous aviez plusieurs molécules d'éthylène qui sont ici, qui vont s'associer pour former la molécule de polyéthylène. Et je vous rappelle que le petit n qui est ici, donc ça c'est un motif, donc le motif qui est ici qui se répète, il peut se répéter des dizaines de milliers de fois. Ça, je ne vais pas aller plus loin. C'était un petit exemple sur le pétrole. Je vous laisser regarder. Et on va parler maintenant de la modification de groupes caractéristiques. Donc, quand est-ce qu'il y a modification de groupe caractéristique ou groupe fonctionnel? C'est lorsque le groupe caractéristique des réactifs n'est pas le même que celui du produit ou des produits. Il y a plusieurs exemples. Euh, Par exemple, lors d'une synthèse peptidique, qu'est-ce que c'est? C'est on prend deux acides aminés et on les fait s'associer pour former un dipeptide. Une protéine, en fait, c'est une macromolécule où il y a plusieurs acides aminés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a un groupe caractéristique carboxyle, bien que le H ne soit plus là, c'est juste une réaction acido-basique. Donc le H+ a été perdu parce qu'on est en milieu basique. Et ici, vous avez le NH3+. Donc vous avez un amine, sauf que c'est pas milieu acido-basique, plutôt on va dire ici, je vais reprendre. Le CO, on a CO au moins parce que le pH pardon, est supérieur au pKa du couple COO, HCOO-. Et ici, on a NH3+ et pas NH2 parce que le pH dans le corps humain est inférieur, cette fois-ci, au pKa du groupement NH3+, NH2. Je vous rappelle que le pKa pour les acides carboxyliques se situe environ à 3,5, 3,5, alors que pour les amines, c'est environ 9. Et au pH 7, on est à pH 7 ou 7,5, on est pile poil entre les deux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ces deux groupes caractéristiques qui vont réagir pour donner une liaison peptidique. Et cette liaison peptidique, c'est un nouveau groupe caractéristique qui est le groupement amide. C'est double liaison O et simple liaison N. Ensuite, pour ceux qui feront médecine ou qui feront de la biologie plus tard, vous verrez le cycle de Krebs et vous avez plein de molécules, plein de réactions différentes et il y a plein de changements de groupe caractéristiques. Par exemple, ici,
On avait COO-, COO-, COO-. Ben, on a toujours COO-, COO-, COO-. Par contre, on avait un groupement OH, donc groupement hydroxyle, qui a disparu. Et à la place, on a une double liaison. Ensuite, maintenant, on va passer à trois catégories de réactions que vous devrez connaître, qui sont, je vais vous le dire tout de suite, donc l'addition, l'élimination et la substitution. Les trois nouvelles qu'on va connaître. Les deux anciennes que vous connaissez, c'est la réaction d'oxydoréduction et la réaction acido-basique. Donc, oxydoréduction, je ne vais pas revenir dessus. Je vous dis juste que c'est une réaction dans laquelle il y a un échange d'électrons. Et c'est une réaction qui peut être assez complexe au niveau du mécanisme réactionnel, etc. Donc ça, je ne vais pas revenir sur ça. Pour les réactions acido-basiques, c'est pas un échange d'électrons, mais c'est un échange de protons. Donc ça, par contre, on en verra assez souvent dans dans les synthèses organiques, parce que parfois, pour séparer, vous vous souvenez qu'on a besoin d'abord de... Vous avez quatre étapes dans la synthèse organique. Vous avez la transformation chimique, ensuite l'isolement, la purification et l'analyse. Ben, dans l'étape d'isolement, ou parfois de purification, pour isoler deux molécules, vous avez besoin de faire passer l'une dans la phase aqueuse et l'autre doit rester dans la phase organique. Et en général, quand vous avez par exemple un ester dans une estérification, vous formez un ester à partir d'un acide et d'un alcool. Si l'acide et l'alcool, plutôt l'acide ici, est dans sa forme acide, ben, en général, il va être plus soluble dans la phase organique que dans la phase aqueuse. Donc il va rester avec l'ester. Donc pour pouvoir le séparer de la phase organique et le mettre en phase aqueuse, il faut qu'on soit en milieu basique. Comme ça, le groupement COOH va perdre son H+, et devenir COO-, donc ion carboxylate. Et vous avez vu l'année dernière que un ion, à partir du moment où vous avez une charge, la molécule est polaire, et dans ce cas-là, elle sera soluble dans les phases aqueuses, parce que l'eau est une molécule polaire. Et les molécules polaires sont solubles dans les solvants polaires. Donc j'espère que j'ai été clair. De toute façon, on a fait et on refera des exercices sur ça. Maintenant les nouvelles, donc les trois nouvelles réactions qu'on ne connaît pas encore. Réaction d'addition. Donc l'addition, c'est simplement lorsque on ajoute à une molécule une autre molécule. Donc le tout ne forme plus qu'une seule molécule plus grosse. Donc c'est une addition, on ajoute quelque chose. En général, on ajoute euh, une molécule à une molécule qui contient une double liaison, souvent un alcène. Donc ici, par exemple, vous avez un alcène et la molécule AB va se fixer sur l'alcène. Euh, parfois, parfois, lors d'une addition, AB se fixe directement sur C, parce que là je mets AB, mais ça peut être seulement A. Et parfois, vous pouvez avoir le AB qui va se scinder en deux, donc la partie A va venir ici et la partie B va venir ici. Donc c'est aussi une addition. Donc là, c'est un exemple, c'est le même que celui-ci, sauf que A c'est H et B c'est Br. Donc ça, c'est assez simple. La réaction d'élimination, c'est l'inverse de la réaction d'addition. Donc, vous avez une grosse molécule, pas forcément grosse, mais vous avez une molécule, et cette molécule va être... Il y a une partie de la molécule qui va partir. Donc, va éliminer, la grosse molécule va éliminer une partie d'elle-même. Et en général, lorsqu'elle élimine une partie d'elle-même, elle va former une double liaison. Donc, former un alcène, par exemple. Comme ici. Donc, c'est vraiment l'inverse de l'addition. Ici, le X et le Y sont partis. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Le X, par exemple, est parti avec le doublé ici. Le Y est parti sans le doublé ici. Donc finalement, ce doublé sert à faire la liaison XY. Et ce doublé-là va servir à faire la double liaison. C'est à peu près c'est à peu près ce que vous avez là. Mais je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure parce que là, les flèches, vous ne connaissez pas encore.
Donc vous verrez mieux tout à l'heure lorsqu'on fera le mécanisme réactionnel. Les mélanges racimiques, etc., ce n'est plus au programme, je l'ai laissé, mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Troisième, pardon, catégorie de réaction, c'est la substitution. La substitution, c'est rien de plus que la somme des deux précédentes. Donc c'est une addition suivie d'une élimination, ou élimination suivie d'une addition, peu importe. En tout cas, c'est les deux en même temps. Substitution, ça veut dire remplacement. Et quand on remplace quelque chose ou quelqu'un, c'est on enlève ce qui était là préalablement et on le remplace par quelqu'un d'autre. Donc élimination, addition. Comme ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé le x par le y. Donc le x est allé à la place du y et le y est allé à la place du x. Donc par exemple ici, on va repartir de là. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Il y avait une double liaison. Ici on a un OH. Donc à cette molécule-là, on a ajouté un OH. Donc c'est une addition. À cette molécule-là, on a ajouté un Cl. C'est aussi une addition. Et je vous rappelle que quand on a une addition, on perd la double liaison. Parce que c'est cette double liaison-là, une de ces deux liaisons, de la double liaison, qui va former la liaison ici, ou ici. Ensuite, on part de là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, on a enlevé le Cl, c'est une élimination. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? On a remplacé le Cl par le OH, c'est une substitution. Et dernière chose, entre là et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste le OH qu'on a déplacé ici. Donc, on a un réarrangement, ce qu'on avait appelé tout à l'heure. Non, c'est pas ce qu'on a appelé tout à l'heure, c'est juste un réarrangement. Donc là, c'est ni addition, ni élimination, ni substitution. C'est juste un réarrangement. Donc ça fait pas partie du programme, mais bon, je vais vous la laisser ici. Ensuite, ça c'est le gros du chapitre d'aujourd'hui. Mécanisme réactionnel. Si vous comprenez ça, vous aurez compris une grosse partie de la chimie organique. Pour ça, j'ai besoin de faire des rappels de première sur les liaisons polarisées. Vous vous rappelez que dans une molécule, chaque atome est lié par une liaison covalente. Une liaison covalente, qu'est-ce que c'est? C'est un partage de deux électrons. Le premier appartient au premier atome, le deuxième électron appartient au deuxième atome. Ils mettent ces deux électrons en commun et ça forme une liaison covalente. Et ensuite, ces deux électrons qui sont mis en commun, euh, soit ils peuvent être à 50-50, donc c'est-à-dire que les deux électrons vont être aussi bien au premier atome qu'au deuxième atome, on va dire au milieu, donc à 50-50. Soit un des deux atomes est plus fort, et il va attirer les électrons de la liaison vers lui. Quand on dit un atome plus fort, ça veut dire que c'est un atome qui est plus électronégatif. En chimie organique, les atomes les plus électronégatifs vont être très souvent l'oxygène et l'azote. Parfois, vous verrez les halogènes, comme le chlore par exemple. Mais c'est très souvent l'oxygène ou l'azote, pratiquement 90-95% du temps, en tout cas en terminale. Donc si un des deux atomes de cette liaison attire plus fortement les électrons de cette liaison que l'autre atome, on dit qu'il est plus électronégatif. Donc, vu qu'il est plus électronégatif, vu qu'il a attiré des électrons vers lui, ça veut dire qu'il va avoir non seulement son électron à lui qui sera de son côté, mais une partie de l'électron de l'autre atome qui sera de son côté aussi. Donc il y a une partie de l'électron de l'autre qui sera pour lui. Donc il aura gagné une partie de la charge d'un électron. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'il aura une charge partielle négative. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une charge partielle? Parce que c'est une partie de la charge d'un électron. Donc une charge partielle négative. Alors que l'autre atome aura perdu une partie de son électron. Donc il aura une charge partielle positive, parce qu'il aura perdu un moins, une partie d'un moins plutôt. Et dans ce cas-là, on dit que cette liaison est polarisée parce qu'on a un atome qui sera delta plus, un atome qui sera delta moins. Donc on a une polarisation. Comment varie l'électronégativité dans le tableau périodique? Ben, les atomes les moins électronégatifs sont en bas à gauche, ici, et je crois que c'est le césium le moins électronégatif, qui apparaît pas ici, mais prenez un tableau complet et vous le verrez. Je pense que je ne l'ai pas mis. Et
les atomes les plus électronégatifs sont en haut à droite. Donc le fluor est les plus électronégatifs. Donc vous voyez que l'oxygène et l'azote sont très électronégatifs. Donc en général, qui sont les plus électronégatifs en physique-chimie? L'oxygène, l'azote, parce que c'est ce qu'on trouve le plus, ou les halogènes, fluor, chlore, brome, etc. Et très rarement, vous avez le reste. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'une liaison carbone-carbone n'est pas polarisée. Pourquoi? Parce qu'on a 2,6 pour les deux atomes. Ce que je vous rappelle aussi, une liaison carbone-hydrogène, CH, n'est pas polarisée non plus. Pourquoi? Parce que pour qu'une liaison soit polarisée, il faut que la différence d'électronégativité entre les deux atomes soit supérieure à 0,5. Ici, on a 0,4. Donc, elle n'est pas polarisée. Donc, on n'aura pas delta plus, delta moins. Donc, CC, c'est une liaison qui n'est pas polarisée. CH, c'est une liaison qui n'est pas polarisée. CO, c'est une liaison polarisée parce qu'on a une différence d'électronégativité de 1. C'est supérieur à 0,5. Donc, l'oxygène sera noté delta moins et le carbone delta plus. Ensuite, CCl, pareil, c'est polarisé. CN, c'est aussi polarisé. Et il y en a certains que j'ai pas mis. Par exemple, OH, c'est polarisé aussi. NH, c'est polarisé aussi. Donc, c'est ceux que vous reverrez le plus souvent. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. L'électronégativité est ici, 2,1, 2,5. Le césium, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le moins électronégatif, donc le plus électropositif. Donc, vous pouvez relire ça si vous voulez. Donc maintenant, pour comprendre comment fonctionne un mécanisme réactionnel, je vous dirai ce que c'est un petit peu plus tard, il faut comprendre que certains sites vont être donneurs de doublés d'électrons et d'autres sites vont être accepteurs de doublés d'électrons. En général, je dis bien en général, le site donneur va faire partie d'une molécule et le site accepteur va faire partie d'une autre molécule. D'accord? Donc le site donneur sur une molécule, le site accepteur sur une autre molécule. Donc faites bien attention à ça. Donc, qui va être le site donneur? Le site donneur, ne retenez pas ce que j'ai mis ici, retenez surtout ce que j'ai mis là. Euh, c'est un site qui a un doublet non liant, au moins un doublet non liant. Qui est-ce qui a un doublet non liant? Donc, quels atomes vous connaissez dans les molécules organiques qui ont des doublets non liants? L'oxygène, qui en a deux, et l'azote, qui en a un. Donc, qui va être donneur en général? L'oxygène ou l'azote? Qui va être accepteur? Par exemple, oxygène, vous voyez qu'il est delta moins et qu'il a un doublet. Donc, en général, le donneur a un doublet et il est delta moins. L'accepteur est delta plus. D'accord? Il faut juste qu'il soit delta plus. Donc qu'il soit lié à un atome électronégatif, plus électronégatif que lui. Donc ça, c'est le site donneur. Et ici, ça va être un site accepteur. Donc qu'est-ce qui va se passer par exemple entre cette molécule-là et cette molécule-là? On le verra un petit peu plus tard. C'est que ce doublet, vu que cet atome est un site donneur, ce doublet va attaquer, c'est le terme qu'on utilise même si c'est pas forcément attaquer, l'atome de carbone qui est ici pour former une liaison. Donc ce doublet non liant va devenir un doublet liant. Sauf que si vous faites ça, ce carbone aura combien de liaisons? Une, 2, 3, 4, plus celle que vous venez de former. 5 liaisons. Ce n'est pas possible. Un atome de carbone ne peut former que 4 liaisons. Même si vous verrez un petit peu plus tard que ça peut arriver de manière transitoire. Ce qui va être important de comprendre, c'est que quand lui, donc l'atome d'oxygène, va partager son doublet non liant avec ce carbone-là pour former une liaison covalente, donc un doublet liant, le carbone devra se défaire d'une de ces 4 liaisons précédentes. Et en général, il va se défaire de la double. Pas de la double, mais d'une des deux, qui va aller à l'oxygène. Donc l'oxygène aura gagné un électron, donc il sera négatif. On verra ça tout à l'heure. Donc retenez bien une chose, retenez bien trois choses. Le site donneur, c'est un site qui a un doublet au moins non liant, au moins un doublet non liant, et qui a une charge partielle négative, donc delta moins. Deuxièmement, le site accepteur, c'est un atome qui a une charge partielle positive, qui est delta plus.
Et troisièmement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en général, le site accepteur, à partir du moment où vous avez une molécule avec un groupe carbonyl, avec carbonyl ou carboxyle, ou amide, ou peu importe, en tout cas quand vous avez C double liaison O, en général, c'est lui qui va être le site accepteur. C'est le carbone du groupement carbonyl. Pourquoi? Parce que lui, en général, il est au moins 2 delta plus. Parce qu'il perd au moins 2 fois une partie de sa charge. Donc il aura besoin d'électrons. Donc retenez bien, la double liaison CO, c'est souvent le site accepteur qui va être attaqué par le site donneur. Donc là, c'est dans une molécule, si vous devez savoir qui est site accepteur, qui est site donneur, vous regardez qui a des doublets, là et là. Donc lui, c'est un site donneur, lui, c'est un site donneur. Ensuite, vous regardez qui sont les atomes électronégatifs. L'oxygène et l'azote sont électronégatifs. Lui, électronégatif, il est lié à qui? Au carbone. Lui, il est lié au carbone et à l'hydrogène. Donc ça veut dire que le carbone et l'hydrogène vont être chargés delta+. Donc ils peuvent être des sites accepteurs. Et pour l'atome d'azote, il va être lié à H. Donc les deux sont des sites accepteurs aussi. On pourrait même dire que ce carbone-là aussi est un site accepteur parce que l'azote est plus électronégatif que le carbone. Mais en général, dans cette configuration-là, c'est plus les hydrogènes, mais vous verrez ça un peu plus tard. Donc, comment est-ce qu'on représente ce mouvement du doublet d'électrons? On le représente par une flèche courbe. Et ce qu'il faut retenir absolument, c'est que la flèche courbe va du site donneur vers le site accepteur. Donc, d'abord, il y a celui qui donne, et ensuite, il y a celui qui reçoit. Donc, la flèche courbe, commence par le site donneur et arrive au site accepteur. Exemple, ici, qui va être le site donneur dans cette molécule? L'oxygène, qui va être le site accepteur dans cette molécule? Le carbone, qui est delta+, parce qu'il est lié au brome, qui est delta-. Vous vous rappelez, le brome, c'est un halogène, donc il est électronégatif, plus que le carbone. On aurait pu dire aussi que lui est delta+, lui est delta-, donc lui, c'est un site donneur, parce qu'il a des doublés non liants, et lui, c'est un site accepteur. Mais en général, c'est plus vers les carbones. Mais ça, de toute façon, vous n'avez pas besoin de le savoir. En général, ce qu'on vous donne, en terminale, c'est qu'on vous donne déjà la réaction, et vous n'avez plus qu'à mettre les flèches, et à dire pourquoi tel site est donneur, tel site est accepteur. C'est tout. Donc là, si vous voyez ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez CH3, Br. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Br a été remplacé par OH. Et le OH, il est là. Donc, ça veut dire que vous avez un site donneur, donc le doublet qui est ici, qui va attaquer le site accepteur, qui est le carbone qui est là, pour former une liaison covalente. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on forme une liaison covalente sur le carbone, ça lui fera 5 liaisons. Donc il doit se débarrasser d'une des liaisons. De qui il va se débarrasser? Du brome, parce que lui, c'est un atome électronégatif qui voulait attirer vers lui de toute façon les électrons de la liaison. Donc là, il va partir avec et il sera bien content. Donc ça veut dire qu'il aura gagné un électron. Donc le Br n'aura plus une charge partielle négative, mais une charge totale négative. Il aura gagné un électron complet. Donc de quelle catégorie de réaction euh, ça appartient à quelle catégorie de réaction cette réaction? Ça appartient à la substitution. On a substitué le groupement Br par le groupement OH. Vous voyez, sur CH3, maintenant il y a OH. Au début, il y avait Br. Donc dans la plupart des synthèses organiques, si ce n'est toutes, les transformations chimiques se font en plusieurs étapes. Vous, en général, pour l'instant, vous mettez juste l'équation bilan de la réaction. Mais en vrai, cette équation bilan, c'est juste un bilan. C'est comme si je vous disais, euh, je vous dis ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passera l'année prochaine. Ben, vous avez changé de classe, et je ne vous dis pas ce qui s'est passé entre-temps. Entre-temps, vous avez passé le bac, entre-temps, vous avez révisé, etc., etc. Tout ça, ce sont des actes élémentaires. En fait, les actes élémentaires, on les représente par des flèches courbes, comme ça. On a plusieurs petites réactions, équations de réaction, qu'on va expliquer par les flèches courbes. Exemple. Ici, vous avez
une réaction. Cette réaction, qu'est-ce que c'est? Ici, on a un ester, et ici, on a euh, une base, donc OH-, qui peut provenir par exemple de la soude. Et à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Un acide carboxylique, sous sa forme basique, donc un ion carboxylate, et un alcool. Donc, si vous vous souvenez, on a déjà vu les réactions d'estérification. C'est quoi une estérification? C'est quand on forme un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Bon, là, c'est la réaction inverse. On appelle ça l'hydrolyse de l'ester. C'est une réaction d'hydrolyse de l'ester. Pourquoi hydrolyse? Parce qu'on a cassé la molécule d'ester avec, en général, c'est avec de l'eau. Ici, on l'a mis avec H-, mais bon, peu importe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça n'a pas eu lieu tout seul d'un coup. En vrai, ça s'est fait en 3 étapes, en 3 actes élémentaires. Premier acte, on a les deux molécules, donc euh, les deux réactifs qui sont là. Et dans ces deux réactifs, il faut trouver où est le site donneur et où est le site accepteur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir du moment où vous avez un CO, le site accepteur, c'est très très souvent le C de la liaison C de la liaison O. Donc ça va être lui le site accepteur. Il est delta plus. Il est même 2 fois delta plus et même 3 fois delta plus. Parce qu'il y a 2 liaisons où il est lié à un oxygène et encore une liaison où il est lié encore à un oxygène. Donc c'est 3 liaisons, il est perdant. Donc il est 3 fois delta plus. Qui va pouvoir lui donner un doublet d'électrons? Ben, le OH- qui est là. L'oxygène du OH- qui est là. L'oxygène a 3 doublets non liants. Donc il va pouvoir en partager un. Donc il va attaquer le site donneur pour former une liaison. Quand il va former cette liaison, il y aura 5 liaisons pardon, sur le carbone, donc le carbone devra se débarrasser d'une de ces deux liaisons, de la double liaison, qui va monter sur l'oxygène. C'est pour ça que l'oxygène aura 3 doublets ici, avec une charge négative parce qu'il a gagné un électron. Et on a formé une liaison OH ici. Donc la liaison, c'est le doublet non liant qui est devenu doublet liant. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Donc cette molécule-là, on va la reprendre, elle est ici. Donc d'elle-même, elle va réagir toute seule. Donc ce doublet non liant, il va revenir sur le carbone, c'est-à-dire qu'il va entre le carbone et l'oxygène plutôt, pour reformer la double liaison, et la partie het O va partir. Donc c'est la forme basique de l'éthanol qui va être éliminée cette fois-ci. Donc là on a une addition, deux molécules qui ne forment plus qu'une molécule, addition, et là on a une élimination. Donc il y a une partie de la molécule qui est partie. Donc, voilà ce qu'on a ici. Dernière étape, qu'est-ce qui va se passer? Le H, bon, on reprend les deux molécules, celle-ci et celle-ci. Dernière étape, ce H qui est là va être attaqué par, ici normalement j'aurais dû mettre les doublets non liants, parce qu'en fait on part toujours d'un doublet non liant. Mais rappelez-vous, sur l'oxygène ici il y a 3 doublets non liants. Donc il y en a un des 3 qui va attaquer H parce que H est delta plus. Et la liaison qui est ici va partir sur l'oxygène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène ne peut avoir qu'une seule liaison. Donc si on forme une liaison ici, bah, il faut qu'il se débarrasse de l'autre liaison, l'hydrogène. Et dans ce cas-là, cet oxygène aura gagné un doublet non liant et une charge négative. Il a gagné un électron. Alors que cette molécule aura gagné un proton. Donc ça va devenir l'éthanol. Finalement, comment est-ce qu'on retrouve l'équation bilan? Cette molécule est à la fois un produit et un réactif, donc ça peut se simplifier. Cette molécule est à la fois un produit et un réactif, ça peut se simplifier. Cette molécule est à la fois un produit et un réactif, ça peut se simplifier. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Ça plus ça, les deux réactifs, donne ça plus ça, les deux produits. Et c'est ce qu'on a ici dans l'équation bilan. Donc, finalement, cette réaction d'hydrolyse d'un ester est le résultat de 3 actes élémentaires. Premier acte élémentaire, une addition. Deuxième acte élémentaire, une élimination. Troisième acte élémentaire, une réaction acide-base. Deuxième exemple, cette fois-ci, je vais vous montrer une réaction d'estérification, donc l'inverse de l'hydrolyse.
de l'ester de tout à l'heure. Comme une réaction d'estérification, c'est un acide carboxylique plus un alcool qui va donner un ester plus de l'eau. Donc ici, on va d'abord prendre l'acide carboxylique en compagnie de H+. H+, c'est un proton, et qui apporte les protons? Ce sont les acides. Les acides sont des espèces chimiques qui peuvent céder des protons. Céder en un seul mot. Donc ça veut dire que dans votre bécher ou dans votre ballon, vous avez mis pour l'instant, par exemple, un acide carboxylique et un acide, par exemple l'acide sulfurique, qui va jouer le rôle de catalyseur. On va voir après pourquoi ça va jouer le rôle de catalyseur. Qu'est-ce qui va se passer? Là, lui, cet oxygène, c'est un site donneur parce qu'il a des doublés non-ions, et lui, c'est un site accepteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas une charge partielle positive, il a une charge positive, totalement. Donc c'est un site accepteur. Finalement, ah, j'ai oublié, je ne vais pas le donner tout de suite. Pour l'instant, je vous pose des questions sur les réactions. Donc ici, en fait, on a simplement une réaction acido-basique. À partir du moment où ce sont les H+ qui sont échangés, c'est une réaction acido-basique. Il y a un H+ qui entre dans la molécule. On pourrait dire addition, mais addition d'un H+, ou élimination d'un H+, ou substitution d'un H+, on appelle ça une réaction acide-base. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? On a deux molécules. Cette molécule s'est attachée à la première, ou à la deuxième si vous voulez. Et on a une seule molécule, donc c'est une réaction d'addition. Ici, qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Il faut vraiment être observateur. On avait un H ici, on l'a plus ici. On avait un OH ici, bah, finalement on a OH2 ici. On avait un plus ici, le plus est arrivé ici. Donc finalement c'est le H+ qui était ici, qui est venu s'installer ici. Donc on a une substitution de H+, donc encore une réaction acido-basique. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? C'est le H2O qui est là, qui est parti de la molécule, donc élimination. Et cinquième étape élémentaire, c'est encore un H+ qui est parti, donc réaction acide-base. Ce H+, on le voit ici, il était au début aussi. Donc vous voyez que c'est un catalyseur. Ça veut dire quoi un catalyseur? C'est une espèce chimique qui permet d'augmenter la vitesse d'une réaction. Et un catalyseur n'entre pas dans l'équation bilan de la réaction. Pourquoi? Parce qu'il est régénéré en fin de réaction. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On en met juste un tout petit peu. Ça suffit parce que même si on mettait un seul H+, on va pas dire que ça suffirait parce que ça mettrait plus de temps, mais si on met juste un petit peu de H+, ben, une fois qu'il fait son travail, il est régénéré, donc il pourra réattaquer une autre molécule, attaquer entre guillemets une autre molécule. Comment s'appelle cette molécule? J'aurais pu dire aussi cette molécule, j'aurais pu dire aussi celle-ci, peu importe. Donc, pas peu importe, mais toutes les molécules qui sont à la fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, comme elle ici, c'est à la fois un produit et un réactif. Donc ça ne va pas entrer dans l'équation bilan de la réaction. Donc on appelle ça un mécanisme, n'importe quoi, un intermédiaire réactionnel. Donc on le trouve dans le mécanisme réactionnel, mais il ne fait pas partie de l'équation bilan. Parce que dès qu'il est produit, il réagit directement pour former autre chose. Donc ça veut dire que lui, on le trouve là et là, en tant que réactif ici, en tant que produit ici. Donc c'est un intermédiaire réactionnel. Pareil pour lui, c'est un produit ici, c'est un réactif ici. Donc c'est un intermédiaire réactionnel. Donc finalement, on peut trouver l'équation bilan, parce que lui, on avait dit que c'était un intermédiaire réactionnel. Donc on peut le simplifier. Pareil pour lui. Pareil pour lui qu'on retrouve en tant que réactif et que produit. Et pareil pour lui qu'on retrouve en tant que réactif et que produit. Donc, et pareil pour le H+, le catalyseur qu'on retrouve en tant que réactif ici et produit ici. Donc qui est-ce qui n'est pas à la fois réactif et produit? Lui. Donc on va le mettre en tant que réactif. Lui. On va le mettre en tant que réactif. Lui. Donc H2O qu'on met en tant que produit. Et l'ester qu'on va mettre en tant que produit. Donc là on a l'équation bilan global. Donc qui va attaquer qui? Le mécanisme réactionnel.
Donc je vous ai dit tout à l'heure, en commençant, que cet oxygène-là avait des doublets non liants, donc c'était un site donneur, et que lui était un site accepteur. Donc ce doublet non liant va devenir un doublet liant, qui va se lier à H+. Donc H+ va gagner un électron, il va devenir neutre, et O va perdre un électron, il va devenir O+. Ensuite, là on aurait pu le deviner parce qu'on a vu que H s'était attaché à O. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé entre là, ici et là? On voit bien que ce carbone, ici, c'est celui-ci, il était lié à R, c'est toujours le cas. Il était lié à OH, c'est toujours le cas. Ou plutôt, on va dire ici. Et il était lié à OH aussi, mais avec une double liaison et un plus. C'est toujours le cas, sauf qu'il n'y a plus de double liaison. Et il n'y a plus de plus. Ça veut dire que déjà, il y a la double liaison qui est partie sur l'oxygène. Cette double liaison-là est partie sur l'oxygène. Pourquoi elle est partie? Parce que lui est venu s'attaquer au carbone. Ce carbone-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un site CO. Donc ce carbone est un site accepteur. Qui est le site donneur? C'est celui-ci. Ou celui-ci. C'est l'oxygène, là, avec ses deux doublés non liants. Donc, cet oxygène va attaquer le site donneur, le site accepteur. Ensuite, que se passe-t-il entre là et là? C'est juste ce H qui va partir là-bas. Pourquoi? Parce que on a un site donneur ici qui va donner son doublé à H. Et donc H pourra laisser son doublé, donc la liaison, à l'oxygène. Donc ça va souvent par deux, hein, les, euh, les, les flèches courbes. D'ailleurs, j'en ai oublié une ici. Donc il y en a une qui remonte ici. Ensuite, quatrième acte élémentaire, vous avez remarqué que H2O est parti. Ça veut dire que cette liaison-là, l'oxygène l'a prise avec lui. Parce qu'il était plus positif, il devient neutre. Donc il l'a prise avec lui. On a une flèche ici. Pourquoi est-ce qu'il l'a prise? Parce que lui a pu partager son doublet ici. Sinon, le carbone n'aurait plus que trois liaisons. Donc d'abord, l'oxygène va partager son doublet avec le carbone, ce qui va permettre à la molécule d'eau de partir. Et dernière étape, c'est juste une réaction acido-basique, le H qui va partir en laissant la liaison, donc les deux électrons de la liaison, à l'oxygène. Donc voilà pour les mécanismes réactionnels. J'espère que c'est bien compris. On a fait quand même pas mal d'exemples. On a déjà commencé les exercices en classe. J'espère que ça va aller sur cette partie-là. Ensuite, plusieurs façons d'optimiser une étape de synthèse. Je vous ai dit tout à l'heure que première façon d'optimiser une étape de synthèse, pardon, c'était d'optimiser la vitesse. Et la deuxième, optimiser le rendement. Comment on optimise la vitesse? Vous verrez ça quand on fera le chapitre sur la cinétique. Donc on peut jouer sur les facteurs cinétiques. Retenez dès à présent les trois facteurs cinétiques. Le premier facteur cinétique, c'est la température. Donc quand on augmente la température, ça augmente la vitesse de réaction. Quand on diminue la température, ça diminue la vitesse de réaction. C'est pour ça que pour aller plus vite, pour faire que la synthèse aille plus vite, on chauffe. Chauffage à reflux. Et pour arrêter une synthèse, ou une autre réaction, mais souvent une synthèse par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met le ballon dans de l'eau glacée. Ça, c'est pour arrêter la synthèse. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, deuxième façon de faire, donc le deuxième facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Donc on va augmenter la concentration d'un ou plusieurs réactifs. En général, on va choisir quoi? On va mettre en très très fort excès un des deux réactifs, lequel? Le moins cher. Ça va permettre d'augmenter la vitesse de réaction. Et troisième façon de faire, en ajoutant un catalyseur, comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc retenez bien, comment est-ce qu'on augmente la vitesse d'une réaction? En augmentant la température, en augmentant la concentration d'un ou plusieurs réactifs, et en ajoutant un catalyseur. Euh, juste, est-ce que je rentre dans l'explication ou pas? Vous le verrez dans le chapitre sur la cinétique, mais bon,
Pourquoi est-ce que augmenter la température et augmenter la concentration augmente la vitesse de réaction? Parce que augmenter la température au niveau microscopique, ça veut dire augmenter la vitesse des molécules. Et plus les molécules sont rapides, plus elles ont de chances de se rencontrer rapidement. En fait, elles ont besoin de se rencontrer pour réagir. Euh, Pareil pour la concentration. Plus vous avez de molécules A et B, donc si vous avez une molécule A qui doit réagir avec une molécule B, donc plus vous avez de molécules A ou de molécules B ou des deux, plus elles auront de chances de se rencontrer pour réagir. Donc c'est pour ça. Et pour les catalyseurs, c'est un autre système, mais on vient de le voir tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on optimise le rendement? Il faut avoir en tête le quotient de réaction que vous avez déjà vu. Le quotient de réaction, retenez que c'est euh, en gros le produit des produits sur le produit des réactifs, même s'il y a des coefficients stoichiométriques en puissance. Mais on va dire le produit des produits sur le produit des réactifs. Ça veut dire qu'au numérateur, on a qui? Les produits. Au dénominateur, on a les réactifs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, Si, je vous rappelle que si Q, donc le quotient de réaction, est inférieur à la constante d'équilibre de la réaction, le sens spontané de la réaction sera le sens direct, le sens 1. Alors que si QR est supérieur à K, le sens spontané sera le sens 2. Nous, on cherche à faire quoi? À faire en sorte que la réaction aille dans le sens 1. Et quand on arrive à l'équilibre, on veut que ça continue dans le sens 1. Donc c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler QR. On va le rendre plus petit pour qu'il soit toujours décalé de K, pour qu'il aille toujours dans le sens 1. Donc c'est comme si que pour QR, on décalait K en fait. On déplace l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on diminue les réactifs, les produits, pardon, C et D, soit on augmente les réactifs. Donc comment est-ce qu'on augmente les réactifs? On augmente la concentration, parce qu'entre crochets, je vous rappelle, c'est la concentration. On augmente la concentration des réactifs. Donc, en fait, le fait d'augmenter la concentration des réactifs permet, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter la vitesse de la réaction, et deuxièmement, d'augmenter le rendement de la réaction. C'est pour ça qu'en fait, c'est très intéressant de mettre un des réactifs en excès, en fort excès. Ça permet ces deux choses. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut diminuer le numérateur, donc diminuer les produits. Comment on diminue les produits? Il y a certaines choses qui existent, par exemple le Dean Stark, qui permet par exemple dans une estérification, euh, au fur et à mesure que l'ester se produit, il y a de l'eau aussi qui se produit. Alors, on a des moyens de faire en sorte que l'eau, de faire partir l'eau de la réaction. En gros, je ne vais pas aller trop loin dans l'explication. Donc si vous enlevez l'eau du ballon, donc du milieu réactionnel, vous allez déplacer l'équilibre, vous allez faire en sorte que QR redevienne inférieur à K. Et dans ce cas-là, la réaction pourra continuer. Et en faisant ça, vous pouvez même faire en sorte que la réaction soit presque totale. Une réaction d'estérification peut aller jusqu'à 66-67% de rendement, mais vous pouvez, ça veut dire si vous ne faites pas ça, mais si vous augmentez la concentration des réactifs, vous diminuez la concentration des produits, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire en sorte que la réaction soit presque totale. Voilà, donc on passe à une autre partie, qui est la protection des protections. Par exemple, la synthèse de l'aspartame. L'aspartame, c'est un dipeptide, donc ça veut dire que c'est constitué de deux acides aminés. On va faire un petit exemple. C'est constitué de l'acide aspartique et d'un dérivé de la phénylalanine. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, par exemple, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Bon, peu importe. Bon, on a la phénylalanine, on a le méthanol. Donc, regardez ici. Ce qu'on aurait pu faire, on va le remettre. Voilà. Donc, on synthétise l'aspartame. À partir de quoi? De phénylalanine et d'acide aspartique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sauf qu'on fait une première réaction où on fait réagir la phénylalanine avec le méthanol.
Pourquoi? Ben, pour faire en sorte que le OH qui est ici, vous voyez, on remplace le H par CH3. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'aurai mis l'acide aspartique en contact avec la phénylalanine, ou plutôt l'ester méthylique de phénylalanine, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, l'acide aspartique ne va réagir qu'avec avec quoi elle va réagir? Avec le. Si vous remarquez là, elle ne peut pas réagir avec le H qui est là. Je vais aller un peu plus. Je vais être plus précis dans l'exemple suivant. Ça va être plus simple. Donc vous avez un acide aminé 1 et un deuxième acide aminé. Quelles sont les combinaisons possibles? On a ici plusieurs fonctions qui peuvent réagir entre elles. Donc plusieurs possibilités. Soit qui a réagi ici? On va dire que c'est lui qui est donneur, qui va réagir avec lui qui est accepteur, et ça va donner cette molécule. Soit, deuxièmement, on a, comme on a plusieurs comme ça et plusieurs comme ça, en fait on a une molécule comme ça, donc le NH2 d'une molécule comme ça, va réagir avec le carbone d'une molécule comme ça. Donc site donneur, site accepteur. Donc deux molécules identiques qui vont se lier. Donc on aura un dipeptide 1,1. Donc acide aminé 1, acide aminé 1. Alors que là on a 1,2. Et de la même manière, on peut avoir la même chose. Donc on peut avoir aussi euh, ce NH2 qui va attaquer ce C là, qui est un site accepteur. On aura le dipeptide 2,1. Et on peut avoir deux fois l'acide aminé 2, donc le NH2 qui est donneur, qui va attaquer le carbone qui est accepteur. Pas de la même molécule, hein, mais d'une deuxième molécule identique. Donc on a quatre possibilités. Donc ça veut dire que si vous mettez ces deux acides aminés ensemble, je mets dans ma casserole, dans mon ballon, 10 grammes d'acide aminé 1, 10 grammes d'acide aminé 2, et je mélange, je mets dans un solvant, etc., je mélange, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous aurez ces quatre dipeptides qui vont se former. Est-ce qu'ils vont se former avec 25% chacun? Peu importe. Mais en tout cas, vous n'aurez pas un bon rendement. Vous aurez un tout petit rendement. Le but d'une entreprise de chimie organique, c'est d'avoir un grand rendement. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de bloquer des fonctions pour qu'elles ne réagissent pas. On ne veut pas que, par exemple, ça réagisse. On ne veut pas que ça réagisse. On veut juste que lui réagisse avec lui. Donc on va bloquer ça et on va bloquer ça. Comment on va faire? Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc on veut que les fonctions qui réagissent soient ces deux-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ces deux ne doivent pas réagir. On va les bloquer. Donc on va les faire réagir. Avec qui? Avec des groupes protecteurs, qu'on appelle GP ici. Ça veut dire que, par exemple, dans un premier ballon, je vais mettre cet acide aminé 1, je vais le faire réagir avec une molécule que j'appelle groupe protecteur, et comme ça, j'aurai un groupe protecteur ici. Donc le H qui est là ne pourra pas réagir. Ou le groupement NH2 là ne pourra peut-être pas réagir. Ensuite, je vais protéger cette molécule-là aussi avec un autre groupe protecteur. Donc j'ai bloqué cette fonction-là. Donc finalement, quand je vais additionner les deux, qui va réagir avec qui? Je n'ai pas quatre possibilités ici. Il n'y en a plus qu'une. C'est forcément lui qui est donneur qui va réagir avec lui qui est accepteur. Parce que lui et lui ne peuvent plus réagir. J'espère que ça a été clair. Là, c'est assez abstrait, mais en gros, le groupe protecteur, ça peut être par exemple le CH3 qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens en arrière. Ici. Le groupe protecteur, c'était le méthanol ici. C'est le CH3 du méthanol. Ce que j'ai appelé GP tout à l'heure, c'est le CH3 qui est ici. Ça a permis de bloquer la fonction carboxyle de la phénylalanine. Donc, exemple, on veut le dipeptide glycine-alanine. D'accord? On veut glycine-alanine. On ne veut pas glycine-glycine, on ne veut pas alanine-alanine, on ne veut pas alanine-glycine. On veut vraiment glycine d'abord et ensuite alanine. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va protéger avec cette molécule-là la fonction amine. Donc on va voir ça. On retrouve ici. Donc cette fonction est bloquée. Ensuite, on va protéger avec le groupement protecteur numéro 2 euh, la fonction COOH qui est ici, carboxyle. Et finalement, qui va réagir avec qui? Ben, les deux qui sont disponibles. NH2 ici va réagir avec COOH ici et former un groupement amide, donc une liaison peptidique. Donc on aura le glycinalanine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas, on ne veut pas cette molécule-là. On veut glycine, alanine, mais sans les groupes protecteurs. Donc on va déprotéger ensuite. Donc on va faire des réactions qui vont enlever ces groupes protecteurs. Et finalement, on a glycine et alanine. Donc je pense que dans la théorie, c'est assez simple à comprendre. Vous n'aurez pas beaucoup plus que ça dans les types bac, dans les exercices de type bac. Vous n'aurez pas beaucoup plus que ça. Donc il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'on fait une protection, des protections, et qu'est-ce qu'on doit bloquer. Ensuite, là je vais aller très rapidement sur les synthèses éco-responsables. Ça, je vous laisserai regarder tout seul, parce que j'en reparle juste après. Donc la chimie verte. Qu'est-ce que la chimie verte? On a 12 principes de la chimie verte. Premier principe, la prévention de la pollution à la source. Donc on évite la protection de résidus. Deuxième principe, l'économie d'atomes. Ça veut dire que entre choisir une synthèse qui fait intervenir des grosses molécules ou plein de molécules différentes et une synthèse qui fait intervenir des petites molécules ou peu de molécules, pour le même rendement, ben, on va choisir ceux qui font intervenir peu de molécules. Ça permet aussi justement de limiter les problèmes de séparation, de purification, etc. Troisième principe, on va préférer des synthèses moins dangereuses, donc synthèse chimique moins toxique. Donc ce qui fait que si on a le choix entre choisir des réactifs pour synthétiser une molécule, choisir des réactifs dangereux et des réactifs moins dangereux, on va choisir ceux qui sont moins dangereux, moins toxiques. Ensuite, la conception de produits chimiques moins toxiques. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est pour la conception. On va pareil aussi faire en sorte de choisir des solvants qui ne soient pas polluants. Donc si on a deux solvants qui font à peu près le même travail, ben, on va préférer le solvant qui soit le moins polluant, etc., etc. Donc vous avez compris à peu près le principe. On va limiter les dépenses énergétiques. On a déjà fait un petit bac sur ça. Par exemple, il y avait une synthèse, je ne sais plus c'était quelle molécule d'ailleurs, où on faisait un chauffage à reflux. Et ensuite, on va proposer un protocole B, ou C, peu importe. Où cette fois-ci, vous chauffiez, mais avec un micro-ondes. Ben, on se rendait compte que le micro-ondes, en fait, ça utilisait beaucoup moins d'énergie que le chauffage à reflux. Donc ici, en fait, on va plutôt faire avec le micro-ondes. Utilisation de ressources renouvelables à la place des produits fossiles, réduction du nombre de dérivés, qui peut entraîner des déchets, etc. Vous avez bien compris. Je vais surtout revenir sur un point important, un point précis. Donc les quatre actions, c'est réduire le coût des matières premières, le coût énergétique et la quantité de déchets, réduire l'utilisation et la production de produits toxiques, privilégier les procédés plus sûrs pour minimiser les risques d'accidents et de rejet, et privilégier l'utilisation de matières premières renouvelables, en particulier d'origine végétale. Donc si vous devrez retenir quelque chose, c'est plutôt ces quatre actions-là. Donc les 12 principes sont synthétisés dans ces quatre actions. Et ensuite, ce que je peux vous dire ici, ça c'est un résumé, mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Où est-ce que j'ai ça? Ah, c'était avant, je pense. Ah, voilà ici. Une des choses importantes aussi, je pense que vous aurez peut-être des petits bacs sur ça, euh, c'est la valorisation du CO2. Parce qu'en fait, euh, certaines synthèses organiques vont émettre des gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. Et en fait,
si on arrive à réutiliser ce CO2 et ou de limiter son rejet dans l'atmosphère, bah, on a tout gagné. Et il y a plusieurs pistes sur ça. Donc je peux vous envoyer, si ça vous intéresse, euh, des choses sur ça. Et ça peut être justement un sujet de grand oral qui peut être intéressant, la valorisation du dioxyde de carbone. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Il y a pour 1 heure de cours quand même, mais regardez ça rapidement et j'espère que j'ai été clair. Au revoir tout le monde.